Depuis quelques heures, j'ai des images qui me reviennent. Celle de l'éclat de miroir, celle du sang dans les toilettes, celle du vide qui m'appelle quand je veux sauter d'un balcon. Chaque instant m'isole. Chaque point du monde exige que je le rejoigne. Je voudrais que ma vie s'arrête là, sans délai ni douceur. Je voudrais être capable d'un grand geste qui me balayerait dans un cri. J'écoute avec extase mon ange noir. Je sais pas dans quelle mesure le suicide de mon père me définit. Ça fait 10 ans maintenant. Je pense avoir passé le cap. Mais je me représente comme vivant à l'intérieur de ce mystère. Et les limites de mon monde, très lointaines, et ces limites sont incarnées par la présence de mon père. J'arrive plus à voir quel est le lien entre ces choses et ma vie, mais je me doute que ça existe. Mon plaisir à te voir n'est pas anodin, c'est évident. Je pourrais raviver tes douleurs. Non, non, tu me rends plus heureux. D'une certaine manière, il nage en moi, comme je nage en lui. C'est un rêve à devenir fou. Il me raconte qu'une belle blonde a récemment sauté du 5e, visage clair sur le bitume. Le filet de sang partait des cheveux, glissait sous l'épaule, s'enroulait autour du coude et rejoignait le caniveau. Jusqu'à minuit, il a observé le balai des pompiers, de la police et des badauds. Puis il a fermé la fenêtre et s'est retranché dans le sommeil. Les jours suivants, il a eu la sensation que la nuit n'en finissait pas et que sa tête plongeait dans un bain lourd. Ça lui rappelait le suicide de son père, bien sûr, mais d'autres choses aussi. C'étaient des images qui paraissaient contaminer le reste, s'étendre et donner du poids à tout ce qu'elle touchait. Il avait eu l'envie de s'isoler, de pleurer, de commettre un geste comparable, mais dans une sorte de grand élan d'amour, une impulsion toute contraire à ce qu'elle paraissait être, différente du désespoir. Son récit me rappelle mes états d'avilissement. J'aime le moment où le vertige est suffisamment puissant pour me faire tomber, mais où je reste assez lucide pour jouir de ce déchaînement. J'ai la sensation d'assister à la fin du monde, qu'il se froisse et qu'il me broie. Un désir puissant se déverse en moi, celui de périr avec l'univers. Chaque chose revient à sa place et tout me paraît juste. C'est le point de l'espace et du temps qui me convient. Toutes les tensions s'y annulent enfin. Comment vouloir autre chose ensuite? Comment ne pas revenir encore et toujours à ce point d'intensité maximale? Comment ne pas rêver de retrouver chaque jour un peu mieux cette extase au-dessus de rien? Je me lève en silence et je passe dans la salle de bain. Je mets la main sur un rasoir et je démonte le support de plastique. Je m'y coupe le bout des doigts. La lame se détache enfin. Mon ange me parle en espérant que je l'écoute de l'autre bout de l'appartement. Ces mots n'ont plus grande importance. Ils entrent en moi, je les aime, et l'essentiel est d'en avoir compris quelques-uns. Je le rejoins sous la couette. J'aurais aimé qu'il y ait un bac d'eau chaude au pied du lit. J'y aurais plongé mon poignet. La chaleur aurait gagné mon bras. Le froid m'aurait touché le cœur. Pour la première fois, la mort aurait pris le visage du plaisir. Tu es vraiment belle, beaucoup plus même que je ne te l'ai déjà dit. Il y a quelque chose dans ton corps de précis, de parfaitement dessiné. Je coupe à ce moment-là, profonde incision sur le poignet gauche. J'ai comme un soupir, et je sens mon cœur battre au niveau de la blessure. Je fais passer mon bras par-dessus le rebord du lit pour que mon ange ne se rende compte de rien. Il ne me reste plus qu'à laisser le temps s'écouler, et beaucoup d'autres choses avec lui. J'émerge de temps en temps, les jambes lourdes, incapable de saisir où je suis. Manon repose à côté de moi comme un animal sans regard. Mes doigts glissent vers elle,
et touchent des choses qu'ils ne comprennent pas, des parties fraîches et d'autres plus chaudes, des surfaces lisses et d'autres visqueuses. Ils hésitent vers de courtes zones tièdes. Mon esprit s'anime à nouveau, tournant sur lui-même, pris d'une inquiète satisfaction. Mes paupières battent, comme si tout mon corps s'agitait à l'intérieur de lui-même pour exprimer son bonheur. Les minutes passent et mon bras devient sensible à son tour, glissant sur le drap comme dans un liquide brûlant. J'imagine plonger en Manon, l'animer comme une marionnette, me substituer à elle pour ne garder d'elle que sa peau, son rire, son corps tendre et prestigieux. Je m'endors à moitié, les yeux toujours ouverts. Le sang se faufile sous mon dos. Chaque instant se mesure à la progression de la flaque entre mon corps et le matelas. Je me crois dans un bain qui s'adapte parfaitement à ma peau, visqueux et frémissant, à peine plus chaud que moi, bain voluptueux, murmurant des phrases et des soupirs que je comprends enfin. Le temps s'évapore, je ferme les yeux, mon ange parle encore, et sa voix se brouille. Je sens de l'inquiétude en lui. Certains de ses mots cherchent à percer jusqu'à moi, sans que je les entende. Ils éclatent dans un bruit sourd, comme une goutte d'eau, quelques centimètres avant d'atteindre le sol. J'ai des frissons de bonheur tellement intenses que j'en sursaute. Ma tête penche vers le côté. Je distingue Manon dans le contre-jour, le monde redevient palpable. Je me hisse hors du rêve, et voilà que je souffre à faire le tri pour écarter certains mirages, me concentrant sur les détails. Je me trompe peut-être, mais j'ai le bras, le dos et le pied qui trempent dans un liquide, de l'eau, de la bière ou des larmes. Je me redresse à peine, et cette matière je la sens lourde, adhérant à ma peau. Je m'éveille tout à coup, palpant autour de moi, trouvant partout cette chose noire qui goûte quand je lève la main. Je pousse un cri. Manon ne bouge pas à côté de moi. Je la secoue. Son bras pend dans le vide et je crie à nouveau, sans savoir encore pourquoi. J'ai peur de me noyer. Je frissonne et me dresse sur le lit, paniqué par cette flaque noire qui s'est glissée sous mon corps et déborde sur le sol. Je comprends tout à coup et je hurle. Les forces qui s'étaient dispersées refluent brutalement, éclair d'effroi. Je pense être mort et je secoue Manon qui meurt peut-être et perd ce qui existe en elle. Je bondis sur le parquet, j'allume la pièce. Nous devons nous extraire de ce cauchemar et nous raccrocher au monde. Je crie pour que Manon se réveille et que mon esprit se détache de lui-même, sautillant et léger, rageur et vivant. Mon cœur s'élance vers l'avenir, la respiration me manque. Je retrouve Manon dans la pleine lumière, barbouillée de sang, livide, et le poignet saignant, suspendu dans le vide. Il crie maintenant et me secoue. J'émerge du brouillard. C'est pas grave, c'est pas grave. Il a dégagé la couette, allumé la lampe. Ses doigts trempent dans le sang. Il a l'air ahuri, perché sur le liquide noir. Il y en a tellement partout. J'ai comme des griffures dans l'esprit. Je trouve la ressource de me lever, chancelante, dispersant des traînées de gouttes. Les yeux toujours fermés, je parviens jusque dans la salle de bain. Lui m'assaille de questions, pose sur mon épaule ses mains bienveillantes. J'attrape la boîte que j'ai repérée dans un tiroir, j'essaye de la saisir et je la fais tomber. Pendant qu'il la ramasse et me présente un pansement, je le rassure comme je peux. Mes règles, une infection. J'ai déjà connu ça, t'inquiète, mon médecin. Comment peut-il me croire? Le tissu noirci au contact de mon poignet. J'essaye de la prendre dans mes bras, mais elle se dégage, se recroqueville, puis s'assoit, se relève, s'éclipse sans bruit vers la salle de bain. J'ai les yeux comme saisis par une eau froide, je retombe assis sur le bord du lit, fixant le sang sur mes doigts. La flaque sur le matelas n'est plus si grande, hors de la nuit. Manon fait couler l'eau, je souffle quelques secondes et je la rejoins, découvrant sur le carrelage son corps maigre et spectral, cette masse que je pourrais tenir dans mes paumes
et dont je me sens responsable. Je répète qu'il faudrait appeler un médecin. Je ne sais quelle attitude adopter face au refus de Manon. Je pourrais la forcer, mais je me contente de l'observer, là, pansant ses plaies, respirant fort, le front humide. Après tout, elle est consciente de ses limites. Et le suicide, ça la connaît. La pensée de mon père me revient. Il s'est laissé engloutir dans le gouffre, lui que le vertige a gagné. Pauvre homme que la tristesse et la solitude ont grignoté sans que son entourage s'en rende compte. Tout juste a-t-il eu le temps de bâcler ses adieux face au grand vide de sa vie, des adieux qui me font pleurer, là, 10 ans plus tard, à l'occasion du spectacle de cette fille qui m'offre le magnifique cadeau de sa mort. Je me sens plus proche de mon père et je comprends son geste, je respire son évidence, je suis transporté par sa propre impulsion, cet élément soyeux, quelque chose de terrifiant parce que si facile, comme une glissade perpétuelle. Pauvre homme que je n'ai pas assez pleuré, pauvre homme saisi par ses larmes, balayé par l'impossibilité de sa vie, sa chair tendre froissée par un sanglot, soufflée par une douleur. Fin de la nuit jusqu'à l'aube, allongé sur le canapé. Il insiste pour m'emmener aux urgences, mais le train m'attend dans quelques heures et je menace d'arracher le pansement. Je lis la peur dans ses yeux. Ça y est. Nous ne nageons plus l'un dans l'autre. Il arrive à me faire manger juste avant le départ. Il me répète que c'est de la folie de me laisser voyager dans ces conditions, mais comme d'habitude, on ne peut me retenir. L'aurais-je détruit, lui, comme j'aurais détruit les autres? L'estomac chamboulé, je pose mes lèvres sur les siennes. Je n'ai pas la force de le serrer dans mes bras. Je dépose Manon dans son train, le jour se lève, les gens s'affairent, tout me paraît tranquille, et pourtant il y a eu cette chose, 2 heures auparavant, cette chose qui me paraîtra sans doute monstrueuse et qui me fait du bien pour l'instant, nous accompagne, moi, mon père et Manon, vers une vie soudain plus légère. Persuadé de ne plus jamais revoir Manon, je vais marcher dans Paris, profitant de l'extase qui diffuse en moi. Je suppose que cette nuit nous a rapprochés, bien que nos retrouvailles soient impossibles. J'aime cet amour à distance, d'autant plus lumineux qu'il existe à peine, fondé sur quelques secondes de cauchemar merveilleux. Et puis je rentre en courant, j'oubliais que Laurence revenait du week-end. Je la trouve faisant ses valises dans le couloir d'entrée, visage fermé, geste sec. Un peu plus loin dans l'appartement, il y a ses draps froissés de sang, ses gouttes sur le plancher, ses restes d'alcool et de pizza. Je me doutais que tu avais des problèmes, mais je vois que tu es malade. Je ne veux même pas savoir ce qui s'est passé ici. Je ne cherche pas à me justifier, je plie les draps en silence. Une demi-heure plus tard, Laurence me salue sur le palier. Soigne-toi bien. Je te souhaite de trouver le bonheur. Elle a ce ton dur des mauvais jours, cet air de mépris qui m'attriste tant. La scène est si tranchée, si franchement en ma défaveur, qu'elle me fait l'effet d'une comédie. Je ne suis pas ému, tout juste fataliste. J'observe notre couple se défaire, et cette rupture n'a pas un goût d'échec. Elle devait avoir lieu. Je me sens plus honnête avec Laurence, maintenant que le monde noir a montré son visage. Je suis honteux, mais c'est un sentiment qui va se diluer, se répandre dans les semaines qui viennent, et paraître aussi délicieusement amer qu'un chocolat très pur. Ma mère me trouve pâle à l'arrivée, mais je souris lorsque j'apprends que Minus et Raton ont pleuré mon absence. Les jours suivants, nous nous appelons, mon ange noir et moi. Je sens qu'il a peur. Il y a quelque chose de contraint dans les rendez-vous téléphoniques que nous nous fixons. J'espace les appels, parfois je ne décroche pas. Je me montre même désagréable. Pourtant j'aime ce garçon. Mais il faut que nous cessions de nous voir. Je commence le rangement de ma chambre. Je me sens beaucoup plus solide et capable d'avancer. Je vais demander à Grand Chef de m'embaucher comme serveuse, comme il me l'a souvent proposé. Et je vais lui demander aussi de me surveiller. Je vais prendre rendez-vous chez le médecin pour qu'il m'enlève les kystes. Je dois suivre enfin le traitement pour l'endométriose.
Cette maladie qui s'est déclarée voilà 2 ans et pour laquelle on m'a mise sous ménopause artificielle. Faut que je mange un peu plus, car j'ai les guiboles comme des cannes. Au cours du rangement, je tombe sur le maillot de bain de mes 10 ans, roulé dans le fond poussiéreux d'un placard. Je n'ai pas le souvenir de l'avoir gardé. Pourtant il est là, ridiculement petit. Il ne manque plus qu'une tache de sang pour que le tableau soit complet. Il s'en est passé du temps depuis ce jour fatal. Il s'en est passé des années depuis que mon corps a marqué la rétine des garçons. Elle a coulé, ma vie, noyée dans le souvenir de cette première rencontre. Maintenant je suis là, dans ma chambre, et c'est un peu comme si j'avais à nouveau 10 ans. Quelques débuts de rides en plus, des milliers de litres d'alcool dans le sang et des cicatrices un peu partout. Il y a le souvenir de ce garçon fort et aimant, très loin de moi. J'ai besoin qu'il soit là, que cet écart entre nous me rende folle. Je ne veux plus qu'il me parle. Je m'appuierai sur lui pour que le jour du maillot de bain cesse de ruiner mes années. Je n'ai même pas 30 ans, et pourtant ma vie s'est achevée. Les dizaines d'années qu'il me reste sont une grande plage vide et froide. Je ne sais pas si d'autres éprouvent ce désintérêt pour l'existence. On a dû m'arracher pendant mon adolescence le réflexe d'adhérer aux choses. Je compte bien travailler à nouveau. Pourquoi pas même reprendre des études? Ça ne m'enthousiasme pas. Je n'ai rien dans ma vie. Je ne sais même pas qui je suis. J'ai passé 20 ans à me débattre, à boire, à crier. Cette agitation m'a donné qu'une sorte de couche bien épaisse de douleur. Je ne sais pas ce qu'elle renferme, et j'ai bien peur que ce ne soit rien du tout. Pour la première fois, j'arrive à réfléchir à ce que j'aimerais être. Mais vouloir être quelqu'un, c'est bien pire qu'une difficulté pour moi. C'est une souffrance. Je m'arrache à des choses innommables, avec la sensation de sauter dans le vide. Je tourne sur moi-même, et quand j'y pense un peu trop sérieusement, je me vois mourir. Je garde en tête tous ces garçons qui me sont tombés dessus, les grands malades en particulier, ce type qui m'a presque battu à mort, quelques autres dont le viol est une activité cérébrale quotidienne. Éprouvent-ils la même sensation de n'avoir rien d'autre dans la vie, d'être tenus par leurs pulsions, d'avoir le crâne qui se vide? Ce serait justice finalement que cette solidarité de destin. Quand mon ange noir me racontait avec ironie ses tentations d'en finir, j'avais envie de lui tenir la main pour que nous partions ensemble. J'aurais voulu qu'il murmure de plus en plus faiblement jusqu'à ce que le silence nous lie. Nos corps auraient été comme 2 rêves si précis qu'ils en seraient devenus lumineux. C'est sur cette idée maintenant que je m'endors chaque soir. Les jours suivants, la morsure des malentendus s'estompe. Je ne ressens plus avec autant de cruauté les rancœurs et les doutes qui ont marqué mon histoire avec Laurence. Je commence même à porter sur eux comme un regard de plein jour, compassionnel. La brûlure de la jalousie, je m'en estime responsable. Je ne la trouve d'ailleurs pas très rassurante. C'est un des visages de ma faiblesse, la manifestation d'une peur panique. La mort a souri dans mon propre corps, elle s'est avancée dans le jeu de mes pensées. Surprenant comme nos faiblesses respectives, à Laurence et moi, se sont si bien trouvées. Parfaite inadéquation de nos caractères. Est-il possible qu'un instinct de contradiction nous ait portés l'un vers l'autre? J'ai la satisfaction de me connaître un peu mieux désormais. Je me retrouve comme dénudé. Je suis un être plus fruste, aux désirs mieux affirmés, aux angoisses plus visibles. L'horizon s'est dégagé, peut-être moins souriant, mais j'ai davantage de prise sur lui. Je suis libre et la vraie vie commence. J'appelle Manon de temps en temps. Nous sommes heureux de nous parler.
T'en es où avec ton père? C'est amusant que tu me poses la question. Je n'aurai plus le même rapport avec sa mort, c'est évident. Je comprends mieux la profonde tristesse de cet événement. Avant, je l'apercevais à travers un filtre de colère. Maintenant, je suis en contact avec elle. Elle est remontée jusqu'à moi. Je pleurais, tu sais, quand je t'ai vu dans ma salle de bain. Tout s'est contracté en moi. Je voulais te sauver, te tenir dans mes bras, retenir le sang. Je t'ai aimé comme jamais j'ai aimé. Quelque chose me déchirait et m'écartelait. Et cette chose, c'était l'amour. J'ai davantage aimé mon père aussi. J'ai senti sa présence. J'ai regretté qu'il soit mort pour la première fois. J'ai compris qu'elle était âpre, sa disparition, vraiment définitive. Je n'avais encore jamais éprouvé l'arrachement que cela représentait. Je n'avais fait qu'y réfléchir. Maintenant, je sais. Je suis plus triste qu'il y a quelques mois, mais avec moins de brusquerie. La tristesse s'épanouit en moi, change ma manière de voir les choses. Le sang dans lequel j'ai baigné, je pense qu'il m'a fait revivre. J'en suis heureuse. Je suis brûlée, tu sais, dans ma tête. Je n'ai pas réfléchi. Ça me rendait folle qu'il y ait ce gouffre entre nous. Je vais mieux là. J'ai récupéré. Et dans ma tête, j'ai progressé, je le sais. Je n'avais jamais eu ce genre de pulsion avec quelqu'un. Ça change tout. J'envoie des messages de tendresse à Laurence qui n'y répond pas. Bientôt, elle me fait comprendre qu'elle a trouvé celui qui la rend heureuse. Je souffre enfin, d'une manière aussi pure que possible. J'aime cette fille, sa gentillesse et sa beauté me manquent. Mais elle me déteste et je l'ai déçue. Pire, elle n'éprouvera bientôt qu'indifférence. Au moins, je cuve seul mon malheur. J'en goûte chaque nuance, sans y mêler de faux espoirs. Je suis à l'aise dans cette posture, le jeune homme aimant à distance. Je me sens tenu de dire au revoir à mes Suicide Girls. Je contacte toutes celles que j'ai connues dans les parages de SOS Suicide et je les convie pour un dîner d'adieu. L'invité d'honneur est une nouvelle venue, Chloé, connue pour avoir bu le tiers d'une bouteille d'eau de Javel sous le coup d'une déconvenue sentimentale. Le dîner ne se déroule pas moins dans la bonne humeur. Les jeunes femmes sont surprises et ravies de servir de prétexte à une fête. Pendant le dîner, je connais de jolis moments de sérénité, absorbés par le spectacle de ces visages coquets et souriants, comme détachés de ce qui justifie leur présence. Ces filles ont l'air d'oublier ce qu'elles ont vécu. Leurs tragédies me font l'effet d'objets délicats, parfaitement distincts de ce qu'elles sont par ailleurs, des objets curieusement matériels, libérés de toute charge émotionnelle. Et je regarde ces filles d'un œil plus amoureux que jamais. Je leur ressemble. Elles m'ont donné d'elles-mêmes et je les ai changées par mon contact. Je m'apprête à ne plus jamais les revoir, mais je leur dédierai pour toujours une prière fervente, enrobante et douce. Classant mes photos, j'ai réalisé qu'il manquait certaines de mes préférées. Je les avais prises avec l'appareil de Laurence pendant des vacances sur une île bretonne. C'était la fin de l'été. Nous découvrions éblouis de longues plages de sable blanc. C'était un délice de rouler dans les vagues, le visage ensoleillé, tout à notre étonnement que la Bretagne soit un paradis. Je parle à la première personne du pluriel, mais je devrais avoir l'honnêteté de m'en tenir au jeu, puisque sur ces photos-là, les photos que je tiens pour l'image la plus accomplie de notre bonheur, la trace de nos trop rares instants d'insouciance, le visage de Laurence restait fermé. Je regardais pourtant les clichés avec un plaisir gourmand, plein d'enthousiasme pour cette vie plus heureuse qui s'annonçait. Mais pourquoi ce regard presque dur? Pourquoi Laurence me donnait-elle l'impression de ne pas être concernée par ce que nous vivions? Conscient du caractère unique de ce bonheur-là, j'avais manifesté une admiration bruyante pour sa beauté. Je l'avais serrée fort, je l'avais taquinée, je lui avais demandé d'enlever le haut de son maillot. Elle avait fini par accéder à mes désirs, et j'avais pris des photos d'elle allongée sur des rochers, merveilleusement belle et désirable, avec sa jolie frimousse, sa poitrine finement dessinée, ce ventre ferme, cette grâce lorsqu'elle pliait les jambes, l'incroyable pouvoir érotique de son maillot comme posé sur la silhouette qu'elle avait joliment bronzée depuis quelques jours. J'ai demandé par un court message à Laurence qu'elle me renvoie ces photos, mais elle m'a répondu qu'elle les avait effacées. J'avais du mal à comprendre cette négation rétrospective du bonheur. C'est une forme de mensonge, et comme une gifle qu'elle me donnait. Je ne pourrais bientôt plus contempler le visage même de notre court bonheur. Au fond, ce n'était pas si grave.
Le pincement de cette perte serait compensé par l'idée de cette photo. Et cette idée ne se dissiperait jamais. Il y aurait dans mes albums les milliers de clichés de la vie réelle et dans mon esprit quelques photos de rêve diaboliquement enjolivées par la mélancolie. Il m'arrivait cependant de connaître de brutaux élans de détestation. Cette fille qui se montrait si froide, cette fille qui rassemblait du jour au lendemain toutes ses potentialités d'aigreur, je ne pouvais plus supporter l'idée même de son existence. Je lui avais mené la vie dure, je l'avais déçue, mais je ne la trouvais pas moins injuste. Je fantasmais de la frapper. Quand cette violence me mettait mal à l'aise, je me concentrais sur les images qui m'avaient hanté quelques mois plus tôt, ces images où je subissais moi-même une brutalité sans nom, sans visage, succombant à des décharges de chevrotine et des éclairs de feu. Ces images étaient loin, je les avais vidées de leur substance, elles persisteraient en moi de la même manière que les photos de Laurence, sans charge affective particulière, déconnectées de la vie telle qu'elle se poursuit, et c'était comme si, à l'heure où mon amour pour Laurence s'exténuait, elle s'inversait, versait dans leur négatif, la violence subie devenant une violence infligée, sans autre logique que ce retournement. C'était le signe d'une souffrance, presque d'une maladie, mais d'une souffrance qui faiblit, change de figure et se métamorphose. Quelques mois passent, les jours défilent, la mélancolie persiste. Je n'ai plus de pulsions noires et je ne recherche plus les Suicide Girls, mais la vie prend une allure d'interminable fin, comme si quelque chose mourait un peu plus chaque jour et qu'il fallait ne pas y songer. J'accompagne mon père, encore et toujours. Dans quelque temps, mes paupières seront closes, celles de mon père aussi. Ce sera mon ultime prière à cet homme et notre dernière heure ensemble. Puis il s'enfoncera définitivement dans son monde d'ombre, et moi je rouvrirai les yeux. Je suis persuadé qu'alors je saurai comment goûter le bonheur. Je pense à Manon parfois. Nous avons cessé de nous appeler, et je doute que nous nous revoyions un jour. Nous sommes deux fantômes l'un pour l'autre, présents comme peuvent l'être les morts, rayonnant d'une vie mystérieuse, non pas disparue, mais flottant dans l'espace. Je n'ai rien gardé d'elle, elle n'a rien gardé de moi, même pas le souvenir d'une jouissance partagée. Cela vaut peut-être mieux. Les traces matérielles de notre rencontre auraient interdit le flamboiement fantasmatique de cette mort dans laquelle nous avons baigné. 2 années s'écoulent. Peut-on vraiment se purger de ces malheurs, effacer la marque au fer rouge de tout ce que la vie nous fait endurer? J'ai la sensation d'avoir atteint un état de neutralité maximum, quelque chose comme une stase légèrement mobile, un équilibre où les plaisirs palpables compensent, voire annulent les inquiétudes nées du passé. C'est l'innocence recréée, la purification par le vide, le goût pour une sorte de naïveté chargée d'enthousiasme, et je me sens face au monde comme un enfant qui serait capable de le comprendre. À l'heure où le suicide a perdu de ses couleurs, je me retrouve dans l'exacte position que j'ai fuie pendant tant d'années, celle d'un jeune homme sage mais fantaisiste, bien éduqué mais jaloux de sa liberté, sérieux mais refusant le monde du travail, amoureux mais fuyant la douleur, amateur de culture et de politesse, mais conscient de tout ce qui fourmille de cauchemars et de folie sous le vernis des convenances. Mon nouveau bonheur est indissociable de cette posture d'enfant de bonne famille, cette posture qui m'a fait tant souffrir quand elle était constatée par d'autres, et qui me paraissait même dangereuse, car elle signifiait prendre le même chemin que mon père. Cette posture me paraît aujourd'hui naturelle et même enviable. Surtout, je l'hérite de mon père. Ses projets, ses idéaux ne mènent plus seulement à l'échec. S'il a lâché prise, c'est qu'il croyait être tombé dans une impasse, alors qu'il vivait une phase d'ajustement, les inévitables accros d'une existence exigeante. Je n'ai plus à rejeter ce père. J'ai trouvé comme la cadence de mon bien-être, et c'est une manière de le faire vivre à travers moi. Chaque nouvelle étape représente un hommage à ce qu'il a été, la reproduction même du meilleur de ce qu'il avait à offrir. Je ne peux plus dire qu'il est un mystère, à moins d'affirmer que je suis un mystère à moi-même. J'ai la curieuse sensation que mon père se confond maintenant avec le monde, que je peux le guetter partout, et que la connaissance que j'aurai de ce qui m'entoure me le rendra plus intime, lui. Je ne peux pas rêver de rapport à la vie plus exaltant et simple à la fois. Je ressuscite un homme, je revis moi-même, et tout me paraît gorgé d'une sève miraculeuse. Chaque ombre,
je n'aurais décidément pas le droit d'y voir autre chose qu'une anecdote. Ou bien le royaume merveilleux de ces Suicide Girls qui m'ont déjà sauvé et à qui je pourrais demander de l'aide une nouvelle fois si le malheur frappe encore à ma porte. J'ai la présomption de ne plus trop y croire.